Bonjour à tous, bienvenue au Parlement européen. On est ensemble pour 30 minutes d'actualité européenne. Dans cette émission, je vous emmène à Herstal, en Belgique, petite ville qui a réussi à faire plier l'industrie agroalimentaire. Depuis plusieurs mois maintenant, les grandes surfaces donnent leurs invendus aux associations d'aide aux plus démunis. Un exemple à suivre peut-être pour son voisin français qui tente de légiférer sur la question. Mais d'abord, l'actualité. Le TTIP est de retour. Le traité transatlantique, cette semaine, se déroule le 11e round de négociations entre États-Unis et Union européenne. Mais ce traité n'en finit plus d'inquiéter politique et société civile. Alors, cet accord est-il mort-né? Avant de recevoir mes invités et d'en débattre, c'est la question qui est posée par Hugo Barbieux. Ils étaient près de 250 000 à défiler en plein centre de Berlin, mais aussi à Helsinki ou à Bruxelles en marge du sommet européen. Tout d'un coup, on perd tout ce qu'on a conquis démocratiquement pendant des dizaines et des dizaines d'années. Objectif, contrer le TTIP, le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Un combat largement relayé par les politiques. Ils ne font pas un marché unique pour élever les normes environnementales ou sociales. Tout va être aligné par le bas. Libéralisation des marchés publics, tribunaux arbitraux, convergence réglementaire, la Commission européenne assure que la conclusion d'un tel traité serait bénéfique pour l'Union en termes de croissance et d'emploi, et elle le fait savoir. Les consommateurs européens y gagneront sur les prix et sur le choix. La commissaire au commerce Cecilia Malmström le garantit, les négociations prennent en compte les inquiétudes des citoyens, notamment sur la question sensible des tribunaux arbitraux. À travers le débat, il est clair qu'il y a eu et qu'il y a encore un manque de confiance de la part du public vis-à-vis de l'équité et de l'impartialité du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. Alors que le 11e tour de négociation vient de s'ouvrir, la Commission n'est pas près d'avoir convaincu la population. Une population qui a du mal à être convaincue, comme le soulignait Hugo Barbieux à l'instant, des manifestations et même les politiques qui s'y mettent et qui emboîtent le pas. Alors, ce traité est-il mort-né? Et c'est Sylvie Goulard que je reçois pour répondre à cette question. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, membre du groupe ADLE et vous connaissez très bien, vous vous occupez au sein de ce Parlement des questions économiques. Et en face de vous, c'est Pascal Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, membre du groupe des Verts français. Vous êtes ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et au sein de ce Parlement, vous siégez notamment à la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Sylvie Goulard, je me tourne vers vous. Près de 200 000 personnes qui manifestent à Berlin. On a vu les manifestations en marge du sommet européen la semaine dernière. Est-ce que vous diriez que ce traité est mort-né, vu l'opposition qu'il suscite au sein de la population ? Le débat a été assez mal engagé avec la commission précédente, je crois qu'il faut l'admettre. C'est un traité dont il faut arriver à parler un peu calmement. Il y a des avantages et des inconvénients. Il faudra voir comment on arrive à les pondérer et si le résultat, le jour où on l'aura négocié, vaut la peine ou pas. Personnellement, je suis un peu effrayée par l'ampleur d'une mobilisation avec parfois des slogans qui n'ont pas grand-chose à voir avec le contenu. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant, qu'est-ce qu'il peut y avoir de grave ? Ce qui est intéressant, c'est l'ouverture d'un certain nombre de marchés pour nos entreprises. Par exemple, les produits agricoles européens, si on arrivait à les vendre aux États-Unis en protégeant les indications d'origine comme on est arrivé à le négocier avec le Canada, ça pourrait être positif. À l'inverse, l'arrivée de produits alimentaires américains qui ne correspondaient pas à nos normes, il faut être vigilant. Vous les chlorez, bœuf aux hormones, entre autres. Oui, mais la Commission a déjà dit qu'a priori, on n'allait pas dans cette direction-là. Il y a une autre chose qui est très préoccupante, c'est que la Commission négocie pour le compte des États. Encore une fois, le mandat a été donné par les ministres du commerce extérieur de nos pays. Est-ce qu'ils assument leur position ou pas? Est-ce qu'ils vont devant les opinions en disant qu'il y a des avantages et des inconvénients potentiels? Il n'y a aucun accord qui sera favorable à l'Europe à 100%. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas d'accord? Qui fixera les normes mondiales? Vous savez qu'il y a un accord qui a été conclu entre les États-Unis et le Pacifique. Oui, qui a été conclu J'étais à la semaine Washington il y a dernière. quelques jours, je suis allée au Congrès, j'ai discuté avec pas mal d'interlocuteurs américains. Les Européens doivent prendre conscience qu'ils ne sont plus au centre du monde, géographiquement et en termes de pouvoir. Ça Ce que ne vous êtes en veut train de pas nous dire, dire... Sylvie Goulard, c'est que clairement les États-Unis
ce TTIP, c'est pas leur priorité. Ils regardent plutôt vers l'Asie et vers le Pacifique. C'est ça que vous nous dites? Ce que je dis, c'est qu'il y a dans le monde des partenaires, que ce soit la Chine, que ce soit d'autres pays d'Asie, qui contribuent pour une part importante au commerce mondial et que ces pays peuvent avoir tendance à faire avec les États-Unis des accords qui ne sont pas favorables à nous-mêmes. Donc si on renonce au TTIP, l'une des questions que je voudrais poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est encore présent dans le jeu ou pas? Oui. Pascal Durand, si on renonce au TTIP, le risque, c'est de se voir imposer les règles qui sont celles actuellement en cours en Asie, notamment en Chine. Est-ce qu'effectivement, ce n'est pas le risque de passer à côté de nos propres valeurs et de notre propre règle? Je pense que c'est exactement le contraire. Ah, c'est ça simple. mérite d'être clair. Oui, exactement. Je pense qu'on pose le problème à l'envers. C'est-à-dire que le fait d'essayer de négocier maintenant des normes mondiales va nécessairement abaisser les normes européennes qui sont en construction et qui sont difficiles à construire. Parce que là où Sylvie Goulard peut avoir raison, bien sûr que c'est bien le commerce et d'essayer d'arriver à trouver des normes et que tout le monde fonctionne à peu près sur les mêmes, à condition que ce soit de bonnes normes. La difficulté que nous avons, c'est que l'Europe actuellement est en panne. Elle est en panne pour arriver à construire de manière durable des normes sur la sécurité, sur la santé. Et quand j'entends Sylvie Goulard dire bah oui, mais c'est bien si on peut vendre nos produits agricoles, mais depuis quand les Américains vont accepter d'ouvrir leur marché sans que nous-mêmes nous ouvrions le nôtre? Enfin, ça n'existe nulle part. Et on sait très bien que sur la question agricole, ça bloque depuis très longtemps à l'OMC. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on contourne, parce que nous ne souhaitons pas, les consommateurs européens ne souhaitent absolument pas se retrouver dans les logiques de la culture intensive avec, vous l'avez dit, les hormones, les OGM, enfin, etc., tout ce qui est aux États-Unis, le chlore, et toutes les difficultés que nous aurions à pouvoir vivre avec ça. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi faudrait-il faire un accord avec les États-Unis? Pourquoi? Eh bien, effectivement, parce que quelques grands groupes, notamment les groupes de l'eau, voudraient se voir ouverts les marchés. Et là, on nous ment. On nous explique que c'est bien pour les PME, les TPE, etc. Oui. C'est faux. Je veux dire, aucune PME alors, il y a une ou bataille TPE... de chiffres, hein, pour être clair. Non, mais il n'y a pas de bataille de chiffres. Il y a des affirmations d'un côté qui sont absolument pas prouvées. Donc ça, c'est pas une bataille, parce qu'une bataille, il faudrait qu'il y ait des fondements. Là, on nous indique que ça serait peut-être 0,5% de croissance. Ça relève de rien. D'abord, 0,5. Il faut voir ce qu'on perd en face. Quand bien même il y aurait 0,5. En termes d'emploi, le Mexique, qui a fait un bel accord avec les États-Unis, a vu son taux de chômage exploser. Mais bon, et le nôtre est déjà beau. Donc la réalité, c'est que, en l'état, les États-Unis et l'Europe, c'est le premier marché mondial. Il n'y a pas de problème douanier, ou presque. Il n'y a pas de problème d'implantation des uns ou des autres. Donc la seule chose... en fait, il ne sert à rien pour vous. Si, à faire baisser les normes. Bien sûr qu'il a une volonté. Un grand nombre de grands groupes, c'est comme le secret d'affaires, c'est comme tous ces sujets-là, veulent normer de manière mondiale, de manière à être tranquille dans l'exercice de leur commerce. Alors, après, la question, c'est, on voit bien Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est pas grave, on va avancer dans la conversation. Alors, justement, vous parliez tout à l'heure du traité avec la zone Pacifique. Il y a eu, parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on a négocié un traité avec le Canada, qui est prêt, clé en main, et il attend d'être entériné depuis quasi 2 ans ou 3 ans par le Parlement européen, et il est toujours sur la table, il n'est pas entériné, il n'est pas voté. Donc, il n'est pas mis en place. Donc, à partir du moment où déjà le traité de libre-échange avec le Canada n'est pas mis en place, je me dis, est-ce qu'il n'est pas aussi logique de se dire que ce traité transatlantique, en fait, n'est pas prêt d'être mis en place non plus? Est-ce qu'on ne s'affole pas pour quelque chose qui ne risque pas d'arriver? Il faut quand même être précis pour les auditeurs. Le traité avec le Canada est un traité qui est signé, et les procédures de ratification, les traités internationaux, même si la France signe un traité toute seule, il y a une procédure derrière, ça prend un certain temps. Pour le TTIP, on est au stade de la négociation. On négocie depuis 2 ans. Et je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit sur l'accès au marché. Je pense que c'est important, l'accès au marché américain, pour un certain nombre de groupes. Par exemple, la raison pour laquelle je suis allée discuter à Washington, c'est que, étant sur les questions financières, je m'insurge qu'on n'ait pas introduit les services financiers dans le champ de l'accord. Là, je pense que les Européens ont fait une erreur et que les intérêts des groupes financiers européens ne sont pas bien défendus. Mais je crois qu'il faut arrêter aussi d'opposer les grands groupes et les PME. On sait très bien qu'un certain nombre de petites entreprises vivent aussi de commandes, de sous-traitance, de collaboration avec des grands groupes. La France est un pays dans lequel il y a ces grands groupes. Donc l'idée que Alstom puisse vendre plus facilement des rails ou des trains aux États-Unis, c'est pas forcément négligeable, ni pour un groupe comme ça, ni pour les PME qui travaillent à sa suite. Il y a trop de simplification dans cette affaire. Je n'ai pas dit que c'était la panacée. Je ne partage pas certaines des illusions qu'on fait miroiter, mais j'essaye aussi. D'ailleurs, vous vous êtes abstenu sur ce vote à l'époque. Oui, parce que j'estime qu'à ce stade, les choses sont confuses. Comme je vous l'ai dit, les ministres devraient être derrière.
On a un système communautaire qu'il faut expliquer aux gens. La Commission ne négocie pas comme ça en sortant un lapin de son chapeau. Il y a des ministres qui donnent un mandat et qui se dérobent lorsqu'il s'agit d'aller faire l'explication vis-à-vis de leurs opinions. Pourquoi est-ce qu'ils ont exclu les services financiers? Pourquoi est-ce qu'ils sont... Quelle est leur position sur les tribunaux arbitraux, etc. C'est des points importants. Rapidement... Très rapidement pour dire que la négociation, et là c'est un euphémisme ce que dit Sylvie Goulard, et je sais qu'elle le pense en plus un peu comme moi. Il y a un déficit démocratique majeur dans le fonctionnement. Le Parlement a donné un mandat à la Commission. La Commission négocie. Il a eu tort, le Parlement, dans la précédente mandature. Et les Verts d'ailleurs ont voté contre. Donc certains sont abstenus. Mais le problème qu'on a, c'est que la Commission négocie de manière totalement opaque. On n'a pas accès aux documents, ou à peine. Enfin, je veux dire, il y a on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Les négociations se font de manière. On a des documents dans une data room, c'est-à-dire une salle de lecture où on ne peut pas prendre en photo. Enfin bon, bref, passons. Il y a un déficit démocratique majeur et c'est toujours très dangereux. Pourquoi est-ce qu'on cache les choses? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ce qui se négocie? Et pourquoi on ne sait pas sur quel mandat les choses se négocient? Alors justement, là-dessus, à ce propos, c'est Matthias Fekl, secrétaire d'État au commerce français, qui a exactement la même position que vous. On l'écoute. Il est inacceptable que des enjeux fondamentaux soient négociés en secret et en opacité. La France ne l'accepte pas, ne l'acceptera pas et ne l'acceptera jamais. Je l'ai indiqué encore récemment au haut représentant du président Obama. Nous souhaitons des évolutions sur ce sujet. Si rien ne change, dans un avenir raisonnable, c'est-à-dire dans les jours qui viennent au 11e tour de négociation et dans le courant de l'année 2016, la France en tirera les conséquences, demandera l'arrêt des négociations et nous travaillerons avec nos partenaires européens en ce sens. Alors Sylvie Goulard, je me tourne vers vous. Est-ce que vous diriez que Matthias Fekl est hypocrite puisqu'il s'agit donc d'un mandat de négociation qui a été aussi négocié avec les États? On peut dire qu'il n'est pas au courant? On est sur un sujet, enfin deux remarques. La première, pour vos auditeurs, la négociation d'accords internationaux est une prérogative de l'exécutif. Quand le Quai d'Orsay négocie avec l'Iran, j'ai pas vu M. Fabius venir expliquer, carte sur table, ce qui se passait. Il y a toujours eu une opacité qu'on peut combattre, mais j'aimerais qu'on la combatte autant au niveau national qu'au niveau européen. On laisse entendre que c'est l'Europe qui fait les choses de manière opaque. J'ai commencé ma carrière dans la diplomatie, j'ai toujours été impressionnée par la capacité de secret des diplomates. Après, il y a un autre aspect qui est celui tactique. Quel est notre intérêt vis-à-vis des Américains? Jusqu'où peut-on aller dans la transparence que je souhaite, mais qui doit être aussi une transparence habile. Si vous abattez votre carte dans une négociation, même pour quelqu'un qui achète un appartement, on sait très bien qu'il y a un moment dans la négociation, on va pas une part de bluff, quoi. Il y a toujours une part de bluff. Donc, il y a un enjeu démocratique et il y a un enjeu tactique. Et il faut essayer d'avoir de la compréhension pour les deux. Ça n'empêche pas de chercher d'en faire plus. Monsieur Fekl, je crois, peut faire une meilleure explication, comme la commissaire peut faire une meilleure explication. Alors, Pascal Durand. Écoutez, ce qu'a fait Monsieur Fekl, c'est tout simplement qu'il a entendu les populations. Et il a compris... Il y a une part d'opportunisme politique là-dedans? Non, il y a aussi une part d'intelligence politique. C'est-à-dire qu'il a compris que les populations, c'est comme les OGM, c'est comme sur d'autres sujets. À un moment, les gens disent non, on n'en veut pas. Les tribunaux arbitraux, le fait qu'on ne puisse pas contrôler de manière... Alors, bien sûr qu'il y a des parties des négociations qui doivent être secrètes, mais bien sûr, mais là, c'est l'ensemble qui est secret, donc ça n'est pas possible. Pourtant, le mandat de négociation a été rendu mais public, le mandat, mais le mandat, il a été donné. On nous a donné le mandat avec des mois et des mois de retard, une fois que de toute façon, il était quasiment public. Là, on est toujours en décalage. Mais le problème, je répète, il y a un déficit démocratique majeur. Mais par ailleurs, la vraie question, c'est pourquoi faut-il actuellement négocier les normes, encore une fois, avec les États-Unis, alors que nous ne sommes pas au clair nous-mêmes sur nos propres normes. Parce que nous sommes la première puissance commerciale du monde. Il y a des emplois qui sont liés au fait de conclure des accords internationaux. Nous sommes déjà avec les États-unis, ça marche très bien. Nous sommes déjà le premier, c'est 50% quasiment du commerce mondial. Les agriculteurs qui produisent des appellations protégées ne sont pas protégés. Les entreprises qui n'ont pas accès au marché public. Ça va être très grave. Je ne suis pas d'accord avec les moyens de lutter contre l'agriculture intensive. Pourquoi vous êtes aussi défensif? Mais parce que les Américains ont des normes qui ne
ne sont pas les nôtres. C'est comme si vous me demandez d'aligner notre droit social sur les Chinois. Non, moi, ce qui me frappe, savons pas faire. Ce qui me frappe, c'est que les adversaires du TTIP partent battus. Moi, je ne pars pas battu. Je veux défendre les valeurs européennes. Eh bien, là-dessus, on est d'accord. Eh bien, écoutez, je ne veux pas m'aligner sur le reste du monde. Pascal Durand, Sylvie Goulard, merci. On ne vous mettra pas d'accord, mais moi, je vous donne rendez-vous au 12e round de négociation. On est d'accord. Merci à vous. Nous, on continue, direction Herstal, en Belgique, dans la banlieue de Liège. Comme vous le savez, en France, on est en train d'essayer de légiférer sur le gaspillage alimentaire, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Et Frédéric Dardenne, le maire de cette municipalité, a imposé une législation pour limiter ce gaspillage dans les supermarchés. Alors, peut-on prendre exemple sur nos voisins belges? C'est un reportage de Jérôme Rabier. Comme chaque matin, Alphonse Grouten fait le tour des rayons du supermarché où il travaille. Alors que d'autres sont chargés de les remplir, lui retire des produits de la vente avec des règles bien précises. Ça, ok, hop. Donc on regarde les dates qui ne sont plus vendables. Donc nous retirons de la vente et nous le scannons. Comme ça nous avons une trace de ce que nous donnons aux associations. Quand nous avons terminé le rayon, nous allons mettre ça au frais pour respecter la chaîne de froid. Et vers 9h, 9h15, l'association vient et puis ils viennent chercher dans un véhicule réfrigéré, ils mettent ce qui doit y être. Tout ça se trouve dans un frigo à l'arrière. Une pratique ancienne dans ce supermarché, mais désormais obligatoire dans la commune. Depuis 2012, la mairie a en effet imposé le don des invendus alimentaires aux associations. Le maire se rappelle toutefois de débuts difficiles. Il y a de la résistance au changement d'habitude et notamment au niveau de la grande distribution, au fait qu'on leur impose la redistribution de ces invendus. On s'est dit, localement, nous pouvons également agir. Et c'est comme ça qu'on a essayé de trouver une formule pour pousser la grande distribution à redistribuer leurs invendus. Recours déposé par des enseignes, mauvaise volonté flagrante, il aura fallu une première amende de 5 000 € infligée à un magasin pour que tous s'engagent. Pour les enseignes de la ville comme pour les associations habilitées à collecter, la mécanique est désormais rodée et de nouveaux outils pourraient voir le jour pour optimiser cette pratique. Carrefour en Belgique ne demanderait pas plus que chaque magasin le fasse, que chaque association puisse en profiter et qu'on passe par un logiciel au niveau national où chaque association soit contrôlée par l'AFSCA bien évidemment, par le gouvernement et que les invendus que nous mettons à disposition des associations soient également cherchés et donc redistribués à ceux qui en ont besoin. Nous ne demandons pas mieux. L'exemple d'Herstal a depuis essaimé. Des dizaines de communes du pays ont repris cette idée et la région bruxelloise comme celle de Wallonie ont engagé un processus législatif pour généraliser cette obligation. Une aide précieuse pour les associations caritatives chargées de redistribuer. Comme ici à Herstal, où près de 200 familles dépendent de cette association. Il y a les ananas là. Et en dessous, regarde un peu ce qu'il y a. Voilà, comme les brocolis sont beaux, ben, on peut les distribuer demain. Nous avons 5 magasins. Donc on fait une tournée et ils nous donnent les invendus. On n'aurait pas eu assez, rien qu'avec le Carrefour, avec le nombre de personnes qui augmente, vu la conjoncture. C'est une bonne chose que la loi soit quand même sortie, parce que bon, on a de la plus belle marchandise et plus en quantité pour donner aux personnes. Afin d'accompagner cette obligation, les autorités sanitaires ont modifié les règles de contrôle pour la grande distribution comme pour les associations, allégeant notamment la traçabilité. Les barrières ont été revues pour les banques alimentaires, surtout au niveau de la traçabilité, pour que cette lourdeur administrative, qui est clairement considérée comme une barrière pour les entreprises, à juste titre, pour des associations caritatives, on ne peut pas passer les 3/4 de sa journée à remplir des papiers, et bien l'AFSCA, l'agence, en a tenu compte et a permis, par cet arrêté ministériel et cet assouplissement spécifique pour les banques alimentaires, a permis de faire perdurer l'activité d'associations caritatives. L'exemple d'Herstal donne désormais des idées à d'autres. Le Parlement européen a voté en juillet dernier un amendement demandant à la Commission européenne d'agir sur ce sujet. Une urgence quand on sait que 20 millions d'Européens dépendent de l'aide alimentaire pour survivre.
Alors, comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Comment obliger nos industries agroalimentaires à donner leurs invendus? C'est la question que je vais poser à Marc Tarabella. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie, Marc Tarabella, de vous recevoir aujourd'hui. Alors, vous êtes bourgmestre d'Antibes, une ville qui n'est pas très loin d'ici, et maire pour nos voisins français. Est-ce que, quand vous voyez ce reportage, vous vous dites qu'on a encore du chemin à faire? On peut saluer l'initiative de Frédéric Dardenne, le maire d'Herstal qu'on voit dans le reportage, mais on est encore loin du compte, non? Ah ben, le gaspillage alimentaire en Europe, pour donner un chiffre, c'est 90 millions de tonnes par an, c'est-à-dire 179 kilos par an par habitant. Oui. Et ça, c'est pas le consommateur qui est responsable de tout en fin de chaîne, il est responsable d'une vingtaine de kilos. Mais c'est tout au long de la chaîne alimentaire, à partir de la production, de ce qu'on ne récolte pas, de ce que l'on gaspille sur les différents trajets, entre la récolte, la transformation, puis l'emballage, les emballages abîmés. Et donc, il faut évidemment faire un effort. Et l'exemple, effectivement, de la commune d'Herstal, de la ville d'Herstal et de Frédéric Dardenne est emblématique de montrer que l'on peut faire mieux. Maintenant, on a contraint la distribution à les donner. On a aussi assoupli la loi, parce que dans certains pays, comme la Belgique auparavant, les commerçants qui donnaient l'aliment étaient taxés par la TVA, oui. Alors que quand ils le détruisaient, ils n'étaient pas taxés. Alors que, pour exemple, la France est en ce moment en train de discuter sur une législation globale pour obliger l'industrie agroalimentaire à donner ses invendus. Oui. En France, vous pouvez déduire de vos impôts ces dons à hauteur de 66%. C'est des dons en nature, mais c'est au même titre qu'un autre don aux associations. Ce n'est pas le cas en Belgique. Non, en Belgique, on vient d'abaisser la TVA, donc oui. Elle est quasi de zéro, comme c'était le cas en France auparavant. Maintenant, on peut peut-être aller plus loin, effectivement, pour encourager encore plus à donner ce qui est invendu, qui peut plus être vendu, mais qui est toujours propre à la consommation. C'est évidemment quelque chose qui vient en aide aux banques alimentaires, aux associations caritatives. Pourquoi? Parce que les aides européennes ont diminué. Oui. On s'est battu il y a 3 ans pour les maintenir à un niveau qui était similaire à celui qui était auparavant. Il y avait une menace d'une baisse de budget de 80%. C'était inacceptable, parce que 20 millions de citoyens européens dépendent de l'aide alimentaire, et c'est une population qui va en croissant. Donc il fallait évidemment... Alors, on voit, je lisais il y a quelques jours qu'un supermarché moyen peut gaspiller jusqu'à 225 000 équivalents repas par an. Ça représente quand même énormément en termes de doses, et qu'il faudrait, selon des observateurs, une approche plutôt volontariste et pas coercitive. Est-ce que passer par un texte de loi, comme ça va être le cas certainement en Belgique, comme ça va être le cas en France, c'est pas une mauvaise manière de faire? Non, parce que l'expérience de Herstal, et qui a essaimé ailleurs, est là pour le montrer. Dès lors qu'il y a coercition, les dons sont en augmentation et de meilleure qualité, comme ça a été dit dans le reportage. Donc c'est qu'il y avait une nécessité. Maintenant, c'est toujours mieux d'avoir un dialogue. Il fallait adapter les lois aussi, il fallait écouter la distribution qui disait, écoutez, c'est pas normal que nous soyons taxés quand on donne plutôt que de détruire. La législation, au niveau fiscal, a été aménagée, notamment en Belgique. Je crois qu'il faut évidemment avoir le dialogue, mais à un moment donné, il faut pouvoir aussi prendre des mesures plus coercitives pour inciter vraiment, ou obliger à donner, car c'est un scandale de jeter de la nourriture qui est toujours propre à la consommation quand on voit les besoins de la population précarisée. Alors justement, vous parlez de besoins de la population précarisée. Vous évoquiez le chiffre de 20 millions de pauvres qui sont pris en charge par ce type d'aide alimentaire en Europe. Sur 550 millions d'habitants, ça paraît absolument énorme. Mais quand on voit les besoins, est-ce que c'est pas un emplâtre sur une jambe de bois que de se dire on va aider à l'aide alimentaire, mais il y a quand même d'autres leviers à mettre en place quand même? Certainement, il faut probablement aussi éduquer un peu la population des citoyens. Quand on voit sur un emballage à consommer de préférence avant telle date, ça ne veut pas dire que si on arrive à la date limite, ce n'est plus bon. Le yaourt qui dépasse une semaine ou 2 semaines dans le frigo, là, il faut le manger. Si le pot n'est pas bombé, c'est qu'il est excellent. Donc il faut faire la différence entre à consommer de préférence avec à consommer jusqu'au. Il est clair que du filet américain qu'on appelle la viande préparée, ça c'est plutôt compliqué. Donc une fois qu'on atteint la date, il faut le jeter si on n'a pas consommé. Très clair. Donc il y a aussi, je dirais, une forme d'éducation à mettre en place des consommateurs. Éducation à l'école aussi par rapport aux citoyens. Vous savez, il y a de la nourriture que l'on jette malheureusement parce qu'elle peut être réutilisée. Les pommes de terre que l'on ne mange pas un jour, serait quand même, selon la épaississent la soupe du lendemain. On parle de 1,3 milliard de tonnes de denrées comestibles qui seraient jetées. 1,3 milliard? Oui, 1,3 milliard de tonnes. Au niveau mondial? Au niveau mondial, oui. Oui, ça me semble excessif parce que c'est 90 millions de tonnes au niveau européen. Les États-Unis déjettent
40% de la nourriture produite est jetée aux États-Unis. C'est évidemment un scandale. Et donc il faut réduire à tous les niveaux. Je pense que par rapport à l'emballage aussi, les emballages abîmés, c'est pas pour ça qu'on doit jeter la nourriture. Oui. La nourriture est peut-être toujours propre à la consommation. Donc elle peut être, dès ce stade-là, déviée vers les banques alimentaires et les associations caritatives. Oui. Alors, là, on voit que la France s'apprête à légiférer, la Belgique a préparé quelque chose, l'Union européenne, donc le Parlement européen ici, dans ses murs, il y a une résolution qui a été votée en juillet dernier sur cette question. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place une directive globale au niveau européen plutôt que de faire ça pays par pays ? C'est évidemment un souhait que nous avons et je crois qu'il faut inviter la Commission à légiférer de manière intelligente. Ils veulent légiférer de manière intelligente, mais pour l'instant, ils ne légifèrent pas beaucoup. Il y a 1 an qu'ils sont en place, donc il faudrait que la Commission, malheureusement, elle seule a le pouvoir... C'est pas sa priorité, quoi. Non, mais elle a le pouvoir d'initiative. Nous ne pouvons rien faire, nous, en tant qu'initiative parlementaire au niveau européen, si la Commission ne propose rien. Donc elle doit proposer. Et effectivement, je pense que l'idéal serait d'avoir une règle commune à tout le moins, à toute l'Europe, à tous les pays d'Europe. D'autant qu'on s'adresse à des groupes comme Carrefour qui sont, eux, implantés dans toute l'Europe. Donc ça paraît très logique, non ? Oui, ça paraît logique par rapport à la distribution, mais je dis il ne faut pas nécessairement se focaliser uniquement sur la distribution. Ce serait bien par rapport à d'essayer d'essaimer par rapport à ce qui se passe en France, en Belgique, partout en Europe, mais aussi à tous les stades de la production, de la récolte, essayer faire en sorte que l'emballage aussi soit étudié de telle manière qu'on ne déjette pas. Il y a des firmes qui le font, qui emballagent l'emballage du jambon, c'est par 2, 3, 4 ou 6 tranches. Tout dépend de la composition de la famille. Et s'il n'y avait que des 6 tranches, ce serait dommage. Parce que la personne seule, évidemment, n'aurait d'autre choix que de gaspiller. Et donc, clairement, il y a à tous les stades... quelque chose à inventer là-dessus. Oui, je pense. Très clairement. Écoutez, merci beaucoup, Marc Tarabella, de nous avoir un petit peu éclairé sur cette question. À vous. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouvez Ahmed Tazir la semaine prochaine. Merci à Hugo Barbieux, à Cécile Sixou de m'avoir aidé à préparer cette émission. Ciao à tous, bye bye.